Personne au sein du ministère ne pensait à Val-Fréjus comme à un défi de plus qu'il nous faudrait relever, pas même les 51 légionnaires du 2e régiment étranger de génie qui s'apprêtaient à effectuer là un nouvel entraînement. Lundi après-midi, 6 d'entre eux, désormais, ont pourtant trouvé la mort dans le massif des Alpes, emportés par une coulée de neige, et plusieurs autres ont été blessés. Nos pensées réunies vont bien sûr aux familles des victimes comme à leurs camarades durement éprouvés par ce drame. J'étais hier à leur côté. Dans ces instants de recueillement, la Défense vérifie qu'elle est bien une communauté. C'est tout entière qu'elle souffre lorsque plusieurs des siens se trouvent frappés dans le cadre de leur mission. Et cet accident tragique renvoie la nation à la réalité de l'engagement de ses armées, celle d'un métier unique et grave, où le risque est réel, où l'enjeu aussi est grand, car il s'agit toujours de l'essentiel, s'entraîner pour mieux protéger nos concitoyens, intervenir pour garantir la sécurité de la nation, mettre sa vie en jeu pour défendre celle des autres. L'engagement de ces hommes était d'autant plus digne d'admiration qu'ils étaient légionnaires, c'est-à-dire qu'ils avaient fait le choix, pour certains, de servir un pays qui n'était pas le leur. Le choix de protéger des hommes et des femmes auxquels les unissait seulement une communauté de vues et de valeurs, mais c'est bien sûr l'essentiel. Ils ont rejoint les 3 soldats morts pour la France en 2015 au cours d'opérations extérieures, ainsi que les 9 militaires qui ont perdu la vie dans le drame d'Alpacete, alors qu'ils réalisaient eux-mêmes un entraînement exigeant qui les préparait à des missions difficiles, mais tout aussi essentielles pour la nation. En ce début d'année, dans l'hommage que nous rendons à nos morts, je forme le vœu que nous puisions l'exemple et la force d'un engagement qui nous appartient de faire vivre dans tous les défis qui nous attendent. Mesdames et messieurs, la Défense est un ministère où l'on compose toujours avec l'imprévisible et où l'on n'abandonne jamais la gravité. C'est du reste le choix que nous avons fait les uns et les autres, celui qui nous rassemble dans une même aventure, par-delà nos fonctions et nos parcours respectifs, celui qui nous place collectivement au plus près de la dureté d'un monde en crise pour en préserver autant que possible notre pays. À cet égard, 2015 a marqué un véritable tournant, tant dans la gravité des menaces qui se sont exercées à notre encontre que dans les réponses elles-mêmes exceptionnelles que nous avons apportées à des situations en grande partie inédites. Nous avons vu l'irruption sur notre propre sol d'un terrorisme militarisé d'inspiration djihadiste. Les attentats de janvier, puis ceux de novembre, ont touché notre pays en son cœur. Ils ont atteint, à travers les trop nombreuses victimes, notre communauté nationale dans ce qu'elle a de plus précieux. Ces valeurs qui font de la France un grand pays, son attachement à la liberté, une certaine joie de vivre aussi. Mais ces actes inqualifiables, inspirés par une idéologie haineuse et barbare, ont eu aussi pour effet de rassembler les Français qui ont répondu au chaos par la solidarité, qui ont répondu à l'ignominie par la fraternité. Une fois de plus, notre Défense a montré l'exemple. Sentinelle de la nation, à la demande du Président de la République, elle s'est portée partout où les circonstances l'appelaient. Dans les rues de France, pour protéger nos concitoyens à travers les lieux les plus sensibles, au Levant, où notre engagement au sein de la coalition internationale contre Daesh a été significativement renforcé avec l'extension, entre autres, des frappes sur la Syrie, au Sahel,
où l'opération Barkhane porte des coups décisifs à des groupes terroristes qui restent cependant agissants, comme l'attaque récente à Ouagadougou l'a tragiquement rappelé, mais aussi en Centrafrique, où notre action de stabilisation porte ses fruits, au Liban, où nos forces contribuent également à la stabilité d'un pays fragilisé par le gouffre géopolitique qui se trouve à ses frontières, et partout ailleurs dans le monde, où nos armées sont déployées en faisant toujours honneur au drapeau qu'elles servent. Et je n'oublie pas à leur côté toutes les forces vives du ministère, militaires et civiles, qui rendent possible et accompagnent si bien les engagements de défense de la France. Et qu'il me soit permis à cet instant d'adresser un hommage particulier au personnel du service de santé des armées qui nous accueille ce soir au Val-de-Grâce, que ce soit dans le quotidien de leur mission ou dans la gestion d'urgence de crises sanitaires comme l'épidémie Ebola ou les attentats de novembre 2015. À chaque fois, ils ont démontré leur excellence professionnelle et, ce faisant, leur très grande valeur. À tous les personnels du ministère présents ce soir, à travers vous, je veux donc exprimer ma reconnaissance personnelle pour leur réactivité, leur dévouement, le professionnalisme, mais aussi le sang-froid et le courage dont ils ont fait preuve cette année encore, cette année particulièrement. Et plus que jamais, cette fierté qui est la mienne est partagée par toute la nation. Cette reconnaissance et cette fierté, cette intime conscience de l'importance cruciale des missions de nos armées se sont concrétisées à plusieurs reprises en 2015. Dès le printemps, le président de la République a ainsi pris une décision que l'on pourrait dire d'historique, d'augmenter le budget de la défense. Cette augmentation a été validée par le Parlement à travers la LPM actualisée. Au lendemain des attentats du 13 novembre, il a encore renforcé cette dynamique avec l'annulation de toutes les déflations qui étaient encore prévues jusqu'en 2019 au profit des forces opérationnelles, de la cyberdéfense et du renseignement. 2015 restera dans les annales du ministère pour des raisons plus positives. Je pense en particulier aux résultats que nous avons obtenus à l'exportation. 16 milliards d'euros avec notamment les premières ventes du Rafale. 16 milliards d'euros, c'est 2 fois plus qu'en 2014, 4 fois plus qu'en 2012. Autant dire que nous sommes sur une belle lancée. Et au-delà du chiffre, qui est un record historique, il faut se réjouir de l'excellence de l'industrie française et aussi des retombées sur notre économie, avec plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui vont être sauvegardés ou créés. Et c'est enfin, je crois, la validation d'une méthode et la reconnaissance de l'excellence de nos armées qui mettent en œuvre ces matériels sur tous les théâtres où elles sont engagées. 2015, bien sûr, restera néanmoins comme une année terrible, mais ma responsabilité, c'est de préparer l'avenir de notre défense. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous la vision que j'ai des grandes innovations qui nous attendent et la manière dont je souhaite que nous y travaillions tous ensemble. Lorsque nous évoluons dans un environnement stratégique et dans un contexte sécuritaire qui change même à grande vitesse, lorsque nous sommes confrontés à un ennemi qui est lui-même mobile, inventif dans ses modes d'action, notre devoir est non seulement de nous adapter en permanence, mais de devancer ces évolutions. Et pour cela, de sortir des schémas convenus, de bousculer les habitudes établies. En un mot, de nous montrer novateurs dans tous les domaines qui sont les nôtres. Réactifs et novateurs, il nous faut plus que jamais l'être sur le front de la lutte contre le terrorisme djihadiste. En opération extérieure, notre posture s'adapte en permanence. Sur le territoire national même, nous devons
tiré les leçons des premiers mois de l'opération Sentinelle. Et c'est le sens du rapport que je présenterai dans quelques jours au Parlement. Pour la première fois, de manière explicite, nous nous attachons à définir une doctrine d'emploi des forces armées sur le territoire national. Là, c'est de l'innovation doctrinale. Mais l'innovation, c'est aussi, bien sûr, dans le domaine industriel et capacitaire. Notre ministère se donne tous les moyens de préparer l'avenir, grâce notamment à la qualité et à la capacité à innover des personnels de la DGA. Il investit ainsi 3,6 milliards d'euros dans la recherche et développement. Il finance des écoles qui forment les ingénieurs et les chercheurs de demain. Et c'est une nécessité assumée, car l'autonomie stratégique de la France est inséparable d'une excellence technologique dont nous sommes les garants. Mais je crois que nous pouvons encore aller plus loin. Et l'enjeu n'est pas ici d'abord quantitatif. L'excellence, surtout en matière d'innovation, ne se décrète pas. Elle peut même se perdre très vite. Et c'est le sens des choix que j'ai faits en décembre dernier, en accord avec mes collègues Emmanuel Macron et Thierry Mandon concernant l'école polytechnique. C'est le sens aussi du pacte défense-PME. C'est le sens de toutes les initiatives que nous sommes en train de prendre pour préparer la défense du futur. Et je voudrais vous donner un aperçu de la manière dont de nouveaux enjeux technologiques dont nous sommes saisis vont transformer en profondeur nos concepts d'emploi opérationnel. Ainsi, dans le milieu aéronautique, les drones d'observation décuplent nos capacités de renseignement et d'action, mais nous n'en sommes qu'au début. Les théâtres d'opération nous confrontent à des situations nouvelles. Je pense en particulier à la question du déni d'accès qui peut remettre en cause notre liberté d'action aux endroits même où nous sommes engagés. Cela nous impose cette nécessité d'innovation dans ce domaine et dans ce cadre, certains de nos alliés, vous le savez, ont déjà eu recours à des drones de combat. Dans le milieu terrestre, la numérisation de l'espace de bataille est en marche. Et le programme Scorpion que nous venons de lancer y prend toute sa part. Les soldats, les véhicules, les capteurs, les effecteurs seront tous connectés entre eux avec des gains spectaculaires de rapidité et d'efficacité d'action. Nos soldats eux-mêmes seront mieux équipés, c'est-à-dire mieux protégés, mais ils seront aussi augmentés dans leur capacité physique grâce à la miniaturisation, grâce à la robotisation ou encore aux exosquelettes. Dans le milieu maritime, nous amorçons une modernisation majeure de la flotte navale. Les sous-marins Barracuda sont attendus d'ici 2 ans. Nous lançons les premiers travaux pour les SNLE de 3e génération. Nous travaillons à une nouvelle génération de frégates avec la FTI alors que les premières FREMM entrent en service. Et j'ajoute que la marine n'est pas en reste en matière de connectivité de ces plateformes ou de drones, notamment dans le domaine sous-marin. Et permettez-moi d'ajouter un 4e milieu, celui du cyber, car il faut quasiment désormais le considérer comme tel. C'est un milieu à part entière d'une complexité extrême et qui voit actuellement des combats d'une ampleur, je serais même tenté de dire d'une violence inouïe. Matrix n'est plus un film de science-fiction, nous y sommes. Nous devons à la fois sécuriser nos réseaux et nos données trop souvent vulnérables, mais nous devons aussi monter en puissance de notre capacité à riposter dans l'espace numérique. Il y a quelques semaines encore, quelques personnes avec peu de moyens ont réussi à éteindre un réseau électrique dans un pays. Combien d'armes conventionnelles faudrait-il mettre en œuvre pour obtenir un tel effet? Et que peut-on imaginer à l'horizon de 10 ans? Et vous connaissez ma mobilisation personnelle sur ce sujet. Au cours de cette année, nous allons poursuivre notre effort financier, notre politique de recrutement, mais nous allons aussi renouveler notre doctrine. Cette année sera celle d'une nouvelle stratégie cyber. Innovation aussi
dans le domaine de la politique sociale du ministère. C'est le sens de la rénovation de la concertation qui nous fait entrer dans un monde nouveau qu'il convient d'aborder avec souplesse, mais avec détermination pour tirer toutes les opportunités des évolutions en cours. Évolutions liées à la mise en place d'un CSFM rénové, plus réactif, plus efficace. Évolutions liées à la création d'associations professionnelles nationales de militaires qui seront de nouveaux acteurs du dialogue interne. Et ces différentes évolutions sont majeures et je continuerai de les suivre personnellement. S'agissant d'une autre innovation, je veux parler du droit des militaires à se présenter à des élections locales. Je souhaite que l'année 2016 permette de lancer, en lien étroit avec le Parlement, les travaux qui mettront en œuvre les décisions prises par le Conseil constitutionnel. La réserve militaire est un autre chantier majeur et elle constitue déjà un renfort indispensable aux forces armées, mais dans le contexte sécuritaire de 2016, nous devons relever un grand défi, celui de développer considérablement la capacité d'action de notre réserve opérationnelle. Et au cours de cette année, c'est plus de 3 500 jeunes réservistes supplémentaires qui vont être recrutés. Et l'objectif est clair, il est de déployer 1 000 réservistes en permanence pour la protection de nos concitoyens. Et je souhaite à cet égard que notre ministère puisse être exemplaire et qu'il favorise l'engagement de ses propres agents civils au sein de la réserve. À chacun de voir comment il peut s'engager, mais plus largement, nous devons améliorer le maillage territorial de la réserve pour qu'elle intervienne au plus près des populations et puisse devenir à terme, comme l'a souhaité le Président de la République, une véritable garde nationale. Je voudrais aussi saluer avec vous le rôle essentiel des personnels civils mobilisés avec un engagement exceptionnel en soutien de nos armées. Il nous faut garantir la pérennité de leurs compétences et valoriser au sein du ministère leur rôle indispensable et complémentaire de celui des militaires, au-delà du seul mot de rééquilibrage auquel il faut maintenant donner du vrai sens. Innovation encore pour le service de santé des armées. Dans le cadre de son projet de service, le SSA innove en faisant de la médecine des forces son nouveau centre de gravité à côté d'une composante hospitalière adaptée aux justes besoins des armées, mais aussi plus ouverte sur son environnement civil. Le service connaît par ailleurs une révolution numérique avec, par exemple ici, au Val-de-Grâce, une plateforme pédagogique numérique pour diffuser l'enseignement autrement et améliorer toujours la qualité du soutien médical dispensé à nos forces. Mesdames et messieurs, dans le domaine international, je souhaite que nous soyons dans une même démarche novatrice. C'est par exemple ce que nous avons fait le 17 novembre dernier, à la demande du Président de la République, en saisissant nos partenaires européens au titre de l'article 42.7 du traité de l'Union européenne. L'Europe de la défense peut ainsi avancer concrètement à travers l'ambition d'une autonomie stratégique européenne. Et c'est aussi de cette manière que nous pouvons répondre à la demande croissante de sécurité que les citoyens européens nous adressent. Et dans un environnement bouleversé où les enjeux de coopération sont plus importants que jamais devant des menaces graves qui peuvent être communes, les chantiers sont nombreux. Et c'est aussi pour mieux les aborder que le ministère peut désormais s'appuyer sur une direction générale des relations internationales et de la stratégie. Nous devons en particulier travailler à faire évoluer rapidement l'opération EUNAVFOR Med Sophia, qui montre actuellement ses limites en agissant uniquement dans les eaux internationales. Il faut agir vite pour pouvoir intervenir dès que ce sera possible dans les eaux territoriales libyennes. Nous devrons par ailleurs continuer d'accompagner les pays qui comptent sur la force de stabilité que représente la France.
C'est le cas de la Centrafrique, où la transition avance, avec des élections en cours. C'est le cas du Sahel, face aux attaques djihadistes et à la radicalisation dans de nombreux pays ouest-africains. Nous devons rester mobilisés et inventifs pour proposer à nos partenaires des solutions à leur mesure pour répondre à leurs besoins sécuritaires. Et c'est l'une des thématiques les plus riches de la deuxième édition du Forum de Dakar en 2015, que nous comptons alimenter avec nos partenaires sénégalais en vue du prochain forum en 2016, mais aussi ce sera l'un des objectifs du sommet de Lomé très prochainement, dont nous espérons qu'il portera de nouvelles initiatives. Nous devons plus largement rénover notre politique de coopération militaire afin de renforcer encore l'impact de nos actions destinées à soutenir des pays amis, la Tunisie, le Liban, la Jordanie et d'autres, les soutenir contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme extrémiste en Syrie et en Irak se poursuivra en 2016 en vue de priver Daesh et les autres groupes radicaux et de leurs bases et de leurs ressources. Et c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui même à Paris avec Ashton Carter et mes 5 principaux homologues européens. Nous avons avancé. En Libye, le chantier est également vaste face aux errements des milices et des groupes radicaux qui doivent renoncer à la lutte armée pour accepter l'autorité du nouveau gouvernement d'union nationale. Ce sont là, parmi de nombreux autres, quelques-uns des chantiers que nous trouverons en 2016 dans un monde renouvelé, mais qui ne doit pas nous faire peur. Si dans ces temps troublés, devant tous ces enjeux, l'esprit d'innovation est bien l'une des clés de nos réussites futures, le sens collectif en est plus que jamais la condition première. En un sens, l'unité du ministère n'a jamais été aussi assumée. Désormais regroupés à Balard, les états-majors et les services centraux du ministère expérimentent de nouvelles manières de travailler ensemble dans le sens d'un décloisonnement et d'une plus grande efficacité collective. Dans le même temps, la réalité de la menace qui cible la France au plus loin de ses frontières comme au plus près de nos foyers nous oblige à penser plus que jamais dans un même mouvement, nous oblige plus que jamais à penser l'action de nos forces partout où elles sont engagées dans une même dynamique. En n'oubliant jamais que les réussites de la défense mobilisent toutes les énergies et en saluant à nouveau l'engagement exceptionnel des hommes et des femmes de la défense, qu'ils soient civils ou militaires, d'actifs ou de réserve, je forme le vœu que, cette année encore, nous nous trouvions unis autour des grands enjeux de notre défense. Et ce sentiment d'unité, je veux aussi le construire sur du concret. Veiller au bien-être de nos armées, c'est aussi une de mes préoccupations personnelles. Lors de ses vœux aux armées, le président de la République m'a demandé de préparer un plan d'amélioration de la condition du personnel militaire à la hauteur de notre niveau d'engagement en opérations intérieures comme extérieures. L'enjeu, c'est de répondre à certaines situations difficiles rencontrées par nos soldats, mais il est aussi de valoriser leur engagement, de renforcer l'attractivité de nos armées, tout en garantissant leur efficacité opérationnelle, car la condition militaire y concourt directement. Les travaux sont d'ores et déjà engagés et les propositions qui me seront remises pourront concerner des compensations financières ciblées. Elles devront bien sûr poursuivre l'amélioration des conditions de vie et d'exercice de leur métier offertes aux militaires, je pense en particulier à ceux engagés dans l'opération Sentinelle. Elles devront encore porter sur les dispositifs d'accompagnement des familles ou encore sur la question des permissions accordées à nos personnels qui sont, pour certains, engagés sans relâche. Nous leur devons ces avancées, nous leur devons du fait de cet engagement. Notre force, je l'ai dit en commençant, est d'être une véritable communauté.
au sens large, et j'y associe les réservistes, les familles de nos militaires qui en partagent l'engagement, mais aussi nos propres industriels, les grands groupes comme les PME, tous les amis de la défense. Tout cela fait notre communauté. J'ai l'habitude parfois de parler d'équipe de France, des exportations de défense, et cette équipe-là a fait ses preuves. Mais ce soir, c'est une équipe encore plus large que je voudrais évoquer. Chacun y a sa place. Chacun de nos concitoyens, d'ailleurs, peut se reconnaître dans la mission portée par notre défense et y apporter toute sa contribution par la réserve en particulier. Ce rassemblement, qui est plus que jamais nécessaire, celui de la défense, celui des Français autour de ces armées, c'est enfin celui que nous concrétiserons à l'occasion des grandes commémorations avec le centenaire des batailles de Verdun et de la Somme. Le secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, Jean-Marc Todeschini, travaille ardemment pour que la réunion sur notre sol de nos alliés et ennemis d'hier, qui sont tous nos partenaires aujourd'hui, soit porteuse d'espoir au présent. Et en honorant le souvenir de ces millions de Français, d'Européens, nos aînés, dont les vies ont été à jamais bouleversées par la guerre, nous entendrons aussi leur voix, les messages qu'elles portent au présent, celui de la paix, de la sécurité, celui de la solidarité européenne qui s'impose plus que jamais à nous. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons une pensée pour chacun de nos soldats engagés en opération, dans les rues de France, dans le désert sahélien, dans le ciel syrien, dans le golfe arabo-persique, dans les abysses des océans, ailleurs encore. Ils font la fierté de la France et ils sont la raison de notre action. Tous ici, nous partageons leur combat. Leur vocation est la nôtre. Elle nous réunit ce soir, elle nous rassemblera encore tout au long de cette année. Servir notre pays, protéger nos concitoyens, défendre nos intérêts de sécurité, porter haut les valeurs de la France. En formant le vœu que cette année illustre à nouveau la valeur de notre défense, je vous souhaite à vous tous, ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2016. Vive la République, vive la France.